Bonjour. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Camara. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous de me faire l'honneur de votre visite. Vous êtes ici chez vous. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mise à jour du prix du carburant à la pompe suscite un véritable lever de bouclier. Une partie du corps social juge la mesure unilatérale. Alors, question, pourquoi le gouvernement tient-il au prix actuel du litre d'essence et de gasoil? Est-ce pour rattraper un dérapage budgétaire ou trouver des financements additionnels afin d'investir dans des projets porteurs? Pour l'entretien de Coloma, nous recevons pour vous ce soir Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur Amara Sompari. Une fois encore, bienvenue. Merci. Merci à tous de nous recevoir aussi chez vous, tout comme Monsieur le ministre de l'Information. Une fois encore, merci. Monsieur le ministre, vous n'avez pas eu droit à une période de grâce, tout comme tous vos collègues de ce gouvernement. Vous êtes un peu plus à un mois de prise de fonction et déjà, le gouvernement est confronté à une première partie de bras de fer, de situation en tout cas attendue avec le corps social. Pourtant, c'est un gouvernement auquel les Guinéens attendent beaucoup. Écoutez, il est vrai que le Premier ministre actuel, le Dr Ibrahima Kassori Fofana, a suscité beaucoup d'espoir au moment de sa nomination, comme on a pu le voir sur les écrans de la RTG, des liesses populaires, des gens très heureux de sa venue à la primature, ont témoigné tous leur soutien au Premier ministre. Et il a été nommé par le Président de la République pour accomplir un certain nombre de missions. La première, c'était d'améliorer la redistribution des richesses issues de la croissance qui a été générée par le boom que l'on a connu dans l'industrie minière dans notre pays. La deuxième mission, c'est rétablir l'autorité de l'État. Et la troisième mission, et qui n'est pas la moindre, c'est de lutter farouchement contre la corruption, qui est en train de prendre des proportions endémiques dans notre pays. Et je pense que tous ces axes ont été rappelés au moment de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Malheureusement, à peine installé, comme vous l'avez si bien rappelé, nous sommes confrontés à une crise sociale qui, je le pense, va trouver une issue favorable très bientôt. Vous pensez que cette crise ne perturbe pas les plans et les engagements de départ ? D'une certaine manière, si, parce que de toute façon, à chaque fois que les populations sont mécontentes, cela ne peut pas faire plaisir au premier responsable du pays, qui est le président de la République, et encore moins au gouvernement qu'il a choisi pour conduire les destinées du pays. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour essayer de trouver un juste milieu qui permettra à la fois aux gouvernants et aux gouvernés de pouvoir harmoniser leur point de vue autour des grands axes de politique économique qui ont été confiés au gouvernement du Dr Ibrahima Kassori Fofana. En touchant au prix du carburant, procédant au réagissement de ce prix, vous saviez quand même que vous touchiez à une corde sensible et vous le saviez. Pourquoi vous avez risqué alors? Écoutez, toute augmentation de prix est toujours sensible. Tous les citoyens que nous sommes, tous les agents économiques que nous sommes, recherchons toujours la même utilité, le même bénéfice à la consommation, mais toujours avec le coût le plus réduit. Donc on ne peut pas facilement accepter la hausse des prix. Ceci étant dit, il faut rappeler que l'engagement de réajuster les prix à la hausse est un engagement qui a été pris par le gouvernement précédent. Sur lequel nous ne jetons pas du tout l'opprobre. Il l'a fait en toute connaissance de cause, en prenant en compte toutes les contraintes auxquelles le budget national était soumis. Et donc, à l'arrivée du Dr Ibrahima Kassori Fofana, l'État étant une continuité, il ne pouvait pas se soustraire à cet engagement pris auprès de nos partenaires économiques et financiers. Vous vous êtes rendu compte que c'était nécessaire? Oui, bien sûr. C'était nécessaire parce que, si vous voulez, notre budget est soumis à une double distorsion. La première, c'est que nous nous efforçons d'amoindrir le coût des denrées de première nécessité pour les populations guinéennes. Donc le gouvernement de la République subventionne de manière soutenue beaucoup de denrées de première nécessité. C'est le cas du riz,
c'est le cas du sucre, c'est le cas de l'huile, c'est le cas même du carburant qui est acheté pour alimenter les centrales thermiques, afin de pouvoir assurer une fourniture minimale ou en tout cas normale d'électricité pour la population. Ces subventions se font sous forme de renonciation à des recettes fiscales et douanières pour la plupart. À cela s'ajoute la forte subvention de même nature que le gouvernement alloue au carburant qui est consommé par les populations au quotidien pour vaquer à leurs occupations. À ce niveau, on parle de 150 milliards le mois. On parle exactement de 100 milliards par mois, maintenant que le prix du baril du pétrole oscille entre 76 et 78 $, parce que cette subvention a connu une inflation progressive. On est parti d'une valeur du baril du dollar à 46 $ au moment où le prix de l'essence était à 8 000 francs. Et aujourd'hui, on a connu une augmentation de près de 69% avec un prix du baril à 78 $. Donc vous comprenez bien que plus le prix du baril augmente, c'est-à-dire que plus l'écart entre le prix du marché international et le prix du carburant sur le marché guinéen s'accroît, plus l'effort du gouvernement pour compenser cet écart est important. Vous parlez de 100 combien pour cent 69% d'augmentation. Et le réagissement sur le prix du carburant en Guinée, 25%. Il est de 25%. Les partenaires sociaux, il s'agit d'eux, accusent le gouvernement de décision unilatérale parce que tout simplement le gouvernement aurait violé une disposition d'un protocole signé en 2016 sur le carburant. Bon, je veux bien croire en la bonne foi des partenaires sociaux parce que d'ailleurs ils ont une mission très salutaire, c'est celle de défendre les intérêts de la population et des travailleurs en particulier. Mais écoutez, ce protocole d'accord, je l'ai parcouru, il est là. Je pense que peut-être que nous n'avons pas la même compréhension de ces dispositions, mais en ce qui concerne son article 2, il est clairement dit que les parties conviennent de maintenir le prix du litre de carburant à son niveau actuel, c'est-à-dire au moment où il était signé. Par ailleurs, elles conviennent que si le prix du baril venait à augmenter, le prix à la pompe en Guinée continuerait à être maintenu au prix de 8 000 jusqu'en décembre 2016. Or, le gouvernement a maintenu ce prix jusqu'en juin 2018. Ça veut dire 2 ans au-delà de la date butoir qui était fixée dans le protocole. Je pense que tout le monde comprendra aisément que le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts pour ne pas répercuter sur les populations l'augmentation des cours mondiaux du pétrole. Mais aujourd'hui, la position n'est plus soutenable. Le prix du baril est dans une tendance haussière continue et la position tarifaire du carburant en Guinée provoque un coulage important vers nos pays, les pays voisins. C'est-à-dire que par voie de trafic, le carburant est enlevé en Guinée et il est vendu au Mali, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, où le carburant coûte plus cher sur le marché local. Donc les trafiquants jouent sur ces différentiels. En moyenne, ils gagnent à peu près 3 000 francs par litre. Entre le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et même le Sénégal, en moyenne. Oui, mais en réagissant au prix, vous avez la certitude que le trafic... Déjà, on a constaté une forte diminution, pour ne pas dire une cessation de ce trafic dans les préfectures avoisinant la République du Mali. Et nous continuons à surveiller cela de près, mais d'ores et déjà, je peux vous confirmer que le coulage est déjà en chute libre. Certains partenaires semblent comprendre un peu la position du gouvernement et sa décision de passer à ce réagissement, sauf qu'ils reprochent la manière. Ni l'Assemblée n'a été informée, ni les partenaires sociaux. Et le 1er juillet, tout le monde semble s'est retrouvé devant une situation pratiquement de fait. Bon, de ce que je sais du déroulé des différentes étapes de ce réajustement tarifaire, le Premier ministre a tenté de discuter de la décision avec les partenaires sociaux. Malheureusement, ils n'ont pas pu se retrouver autour de la table de manière à discuter les mesures d'accompagnement qui devaient être prises pour amoindrir les effets de la hausse du carburant. Et la date butoir avait été fixée, comme je vous l'ai dit, c'est un engagement que nous avons trouvé sur place, la date butoir a été fixée au 1er juillet 2018.
par les partenaires, disons dans les discussions entre le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers au moment du renouvellement du programme formel. Donc, le Premier ministre a dû prendre ses responsabilités pour ne pas rater le rendez-vous avec les partenaires techniques et financiers, parce qu'il n'est pas un secret pour personne que le budget national de la Guinée est constitué à 60% d'apports extérieurs. Donc nous n'avons pas le luxe de nous priver du soutien de nos partenaires au développement. Monsieur le ministre, est-ce qu'on ne peut pas chercher, bon, s'il y a gap ou bien c'est dérapage à corriger, on ne peut pas chercher cela ailleurs en réduisant par exemple le train de vie de l'État qui est très accusé en accentuant la lutte contre la corruption. La dernière fois, lors de son passage à l'Assemblée, le Premier ministre lui-même relayait les statistiques de l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui parlait de 600 milliards. Ouais, qui nous coûte 2% de PIB. Voilà, 2% du PIB. Ou bien même, il y a des recettes minières aujourd'hui qui sont en croissance. Bon, quand on parle du train de vie de l'État, je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées reçues. En ce qui concerne le budget de l'État, le budget qui est voté à l'Assemblée, c'est une prévision budgétaire. C'est une estimation des recettes et des dépenses sur une année budgétaire qui vont être exécutées par l'État. Ça veut dire que cette prévision peut ou ne pas être réalisée. Donc on ne peut pas, sur la base de la loi de finances initiale, se dire que voilà, il y a tel montant qui est disponible sur telle ligne, il faut aller piocher là-bas. Tout dépend des recettes qui seront exécutées par les régies financières et par l'administration des douanes. Bon, ceci étant dit, quand on regarde les différents postes de dépenses au niveau du budget national, je vais prendre un exemple concret qui est le département que je dirige. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un budget voté dans la loi de finances initiale de 56 milliards. Dans les 56 milliards de francs guinéens, 27 milliards représentent les traitements et salaires. Ça veut dire près de la moitié du budget de ce département. Si je devais procéder à des coupes budgétaires, je serais obligé de commencer par les traitements et salaires. C'est le poste le plus important. Alors, dois-je mettre des fonctionnaires au chômage? Dois-je réduire les salaires qu'on a déjà augmentés pour les fonctionnaires qui travaillent ici? Je ne pense pas que ce soit des mesures qui seront accueillies favorablement par les partenaires sociaux. En dehors de cela, comme je vous l'ai dit tantôt, le budget est une prévision budgétaire. Depuis que je suis arrivé, nous sommes aujourd'hui à l'entame du 3e trimestre de l'année budgétaire et une seule demande en carburant a été exécutée par le département du ministère de la Communication. C'est-à-dire que sur les 7 mois écoulés jusqu'à présent, nous n'avons exécuté qu'un seul trimestre de carburant. Donc il y a très souvent des écarts entre la prévision et l'exécution. Et la lutte contre la corruption? Mais la lutte contre la corruption, je pense que c'est l'un des chevals de bataille du Premier ministre. Et vous avez pu constater aisément qu'à peine en fonction, il a déjà traîné devant les tribunaux 2 cadres qui étaient, je pense, des cadres de très haut niveau dans l'administration actuelle, qui dirigeaient des régies financières, des sources de recettes, et qu'il a révoqué. Qu'il a demandé au président de révoquer, et aujourd'hui ces 2 cadres sont devant les tribunaux, ils sont jugés pour leur gestion. Donc cela dénote à suffisance la volonté du Premier ministre de lutter contre la corruption. Mais vous l'avez dit vous-même, ça fait à peine 1 mois qu'il est installé. Il faudrait qu'on lui donne le temps de multiplier les enquêtes, de multiplier les investigations pour pouvoir débusquer ces agents malhonnêtes, ces agents qui, malheureusement, gèrent très mal les ressources que le peuple guinéen nous a confiées. Autrement dit, vous êtes un peu encore dans l'esprit de ce peuple-là, dans ses attentes, seulement il semble plus pressé que vous en vous orientant. Vous savez, c'est très difficile d'expliquer une mesure impopulaire. Quand un enfant est malade, que vous l'amenez à l'hôpital et vous voulez le soigner, il refusera toujours de se faire piquer par le médecin, même si la piqûre est salutaire pour son état de santé. C'est un peu la même chose pour les mesures économiques impopulaires. Personne ne les aime, elles ne font plaisir à personne parce qu'elles sont douloureuses pour le portefeuille, mais lorsque l'on regarde leur bénéfice global sur la gestion économique du pays, elles sont beaucoup plus avantageuses qu'on ne le croit. On connaît les avantages, peut-être on peut connaître les avantages de la piqûre, de l'injection à recevoir. Qu'est-ce que l'État a gagné avec ce réajustement réellement?
Ben, en réalité, il va permettre à l'État de réduire son effort de subvention. Comme je l'ai dit tantôt, les subventions portent sur beaucoup de produits de première nécessité qui entrent directement dans la vie des populations et aussi sur le carburant qui est servi à la pompe dans les stations-service. Donc en réduisant l'intervention de l'État sur le carburant, nous allons dégager une marge de manœuvre budgétaire qui va nous permettre de recentrer ces ressources sur des investissements sociaux. Ça représente 100 milliards par mois, comme je vous l'ai dit. Avec 100 milliards, tous les mois, on peut réaliser énormément d'infrastructures sociales, on peut corriger nos routes, on peut venir en appui à la politique d'assainissement de la ville, parce qu'il n'est un secret pour personne que la ville de Conakry est dans une insalubrité totale. Mais cela demande des moyens importants. Donc il faut que l'État puisse avoir une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour pouvoir faire face à tout cela. Okay. En attendant, vous êtes dans une situation face à face avec les partenaires sociaux, syndicats, et puis que de temps en temps, il y a d'autres acteurs qui se font entendre et ces négociations semblent être au point mort. Qu'est-ce que le gouvernement propose et qu'est-ce que vous attendez des partenaires sociaux pour avancer? Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures urgentes. Le train express Kagbelen-Conakry a repris ses tournées. Il transporte près de 10 000 personnes par jour à un coût très raisonnable. Donc cela va permettre d'alléger l'impact du coût du carburant sur les populations. Nous allons mettre en circulation très rapidement les 40 des bus qui ont été donnés gracieusement par la Turquie. Et nous sommes aussi ouverts à entamer des discussions avec l'Union des transporteurs pour harmoniser et stabiliser le coût des transports. D'ores et déjà, vous avez pu suivre hier un communiqué conjoint entre le ministère d'État des Transports, celui de la Défense, l'Union des transporteurs pour suspendre ou en tout cas éliminer les barrages non conventionnels qui, malheureusement, il faut le dire, rendent la vie impossible aux transporteurs routiers qui arpentent tous les jours ces routes pour gagner leur pain, pour nourrir leur famille. Donc ce sont des mesures urgentes qui ont été prises par le gouvernement pour un peu faciliter le travail des transporteurs et faciliter la vie de nos populations. Maintenant, au-delà de ces mesures, la porte est grande ouverte. Nous attendons nos partenaires sociaux pour qu'ils acceptent de reprendre les négociations pour qu'ensemble nous définissions des mesures propres à alléger l'impact de cette hausse de carburant sur les populations. Monsieur le ministre, merci. Merci, Monsieur Camara. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à vous.